Je vais continuer. Attends. Oui, c'est parti, François, c'est correct. Bon, je répète, bonjour et bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin pour vous donner quelques informations que j'espère utiles sur le DESS en leadership et gestion des établissements, de même que sur la MED en leadership et gestion des établissements, qui est un prolongement possible du DESS. Je vais surtout m'intéresser au DESS avec vous. Je vais me présenter brièvement. Ensuite, j'utiliserai un PowerPoint pour vous fournir les principales informations. Alors, moi, je m'appelle Marc-André Deniger. Je suis ce qu'on appelle un professeur titulaire. C'est le dernier rang des professeurs. C'est ceux qui font partie des meubles et immeubles. Ça fait proche de 40 ans maintenant, 38 pour être précis, que j'enseigne. Dans le cadre du DESS, nous nous croiserons peut-être dans un cours qui s'appelle Gestion du changement, qui évidemment est au cœur du métier de direction d'établissement. Hein? Je ne pense pas que quelqu'un qui dirige un établissement scolaire puisse se passer d'une solide formation en matière de gestion du changement, puisque c'est probablement son pain et son beurre au quotidien. Changements qui sont évidemment, qui s'appliquent à plusieurs problématiques, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles aient trait à la gestion des ressources humaines ou autres considérations. Voilà pour moi. Je suis aussi le responsable des études supérieures professionnelles. Dans le cas qui nous préoccupe, un micro-programme, un DESS et une maîtrise professionnelle. Les programmes professionnels se distinguent des programmes classiques de MA et de doctorat qui sont plus centrés sur la carrière de chercheur. Ici, on est dans une perspective de développement de compétences de professionnels qui agiront dans des milieux de pratique. Alors, sans plus tarder, en croisant les doigts pour que ça fonctionne, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Oui, on le voit. Oui, parfait. Bon, alors je vais me mettre en mode présentation. Voilà. Alors, vous êtes destiné à devenir des directions d'établissement, fort probablement en commençant par le poste d'adjoint. Nous, on travaille quand on vous forme dans un certain nombre d'encadrements légaux et réglementaires, bien entendu. Je vais en évoquer certains quand même pour que vous puissiez faire des liens entre la formation que vous recevrez, la loi sur l'instruction publique, évidemment, mais aussi les référentiels de formation qui existent pour le gouvernement du Québec, mais encore plus spécifiquement chez vos employeurs. Chacun de vos employeurs, qui sont des centres de services scolaires, ont leur propre référentiel de compétences des directions d'établissement. Alors, je vais essayer de vous situer tout d'abord dans le référentiel qui guide toute la démarche de formation du DESS, mais qui n'est évidemment pas sans lien avec ces mêmes encadrements, y compris, je vais donner un exemple tout à l'heure, on essaie de se rapprocher quand même des référentiels des différents centres de services scolaires. Évidemment, on ne peut pas, comme on dit, parfaitement faire plaisir à tout le monde et à son père en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parfaitement cadrer avec toutes les nuances de chaque référentiel local, mais je pense qu'on y arrive, somme toute, assez bien. Puis je vais vous montrer un exemple tout à l'heure de comment les cours se regroupent avec des grandes familles de compétences. Alors, on sait que le poste, l'emploi de direction d'un établissement scolaire, c'est encadré par la loi sur l'instruction publique. C'est le centre de services scolaires et non pas la CS, ça ne s'appelle plus une commission scolaire, qui sont vos employeurs. Et vous êtes au service, vous êtes nommé par un centre de services scolaires, mais un peu au service d'un conseil d'établissement.
votre travail est très, très centré sur la réalisation et l'évaluation d'un projet éducatif qui est doublé maintenant depuis quelques années d'un certain nombre d'encadrements dont vous êtes responsable. Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence en est un. Vous devez préparer des propositions et soumettre pour approbation des propositions quant au projet d'établissement. Vous devez évidemment recevoir les informations nécessaires et prendre des décisions relatives à la gestion quotidienne de l'école qui vont dans le sens du respect de cette planification stratégique. Et votre travail est beaucoup centré sur un leadership de mobilisation, de participation. Hein, le leadership d'une direction d'école, ce n'est pas... on n'est pas dans l'univers de la coercition très souvent, la coercition étant l'une des sources du pouvoir. On est beaucoup plus dans l'autre famille, c'est-à-dire dans le monde de la persuasion, du travail en collégialité, etc. Donc, une bonne partie de votre présentation devrait développer vos compétences au chapitre du travail collégial, du leadership sous tous ces volets, je vais y revenir, et d'un leadership partagé. On apprend à partager, d'ailleurs, on ne naît pas en sachant partager du leadership. Alors, les responsabilités d'une direction d'établissement scolaire sont nombreuses. Elles se regroupent habituellement dans, on pourrait dire, 3 grandes familles de compétences. La première, c'est tout ce qui a trait aux responsabilités pédagogiques, aux encadrements d'une bonne pédagogie au sein de l'établissement, aux normes et modalités de l'évaluation des apprentissages, aux règles relatives au bon fonctionnement d'une école centrée sur les apprentissages, etc. Je vous rappelle que là-dessus, ce que les connaissances scientifiques nous disent, ce n'est pas nécessairement que la direction de l'école a un lien direct avec la réussite des élèves. On parle plutôt d'un effet médiateur. Le travail de la direction, c'est de créer les conditions propices à un apprentissage adéquat et à la réussite des élèves. Alors, créer un climat d'établissement, créer une collégialité entre les enseignants qui réfléchissent à la pédagogie et aux apprentissages, etc. D'autres parleraient d'effets indirects. Je préfère parler d'effets médiateurs, c'est-à-dire que vous intervenez sur les vecteurs qui amènent un bon apprentissage et une bonne réussite au sein de l'établissement. Évidemment, pour faire ça, il ne s'agit pas que d'être un bon leader pédagogique. Il faut aussi savoir gérer des ressources et en particulier des ressources humaines. Et particulièrement, j'espère, ce qu'on vous apprendra, c'est de faire ce qu'on appelle un bon appariement des ressources, c'est-à-dire les bonnes ressources pour les bonnes visées, le caractère approprié du choix et de votre gestion de ressources pour arriver aux objectifs, aux priorités que vous avez fixées avec votre école. La dernière grande famille, c'est tout ce qui a trait aux ressources matérielles et non pas juste aux ressources humaines. Alors, l'utilisation, par exemple, un élément clé de votre travail consistera à bien utiliser vos ressources matérielles pour avoir une bonne culture de développement professionnel au sein de votre établissement, bien utiliser vos ressources matérielles et temporelles pour permettre le travail en collégialité chez les enseignants, les enseignantes, etc. Ça devrait donc être abordé par l'un ou l'autre des cours. Puis ça, je vais revenir là-dessus, l'un ou l'autre des cours. Je veux juste vous rappeler que dans le développement de compétences, il faut, idéalement, travailler une même compétence à travers différents cours. Il n'est donc pas anormal que 1, 2 ou 3 cours reviennent sur l'un ou l'autre des aspects de votre développement professionnel. Ce qu'il faut éviter, ce sont les redondances et les répétitions inutiles, certes, mais il y a un retour, il devrait y exister entre les cours une certaine complémentarité dans le développement de compétences spécifiques qui se développent à travers
un continuum de temps. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. L'adjoint ou l'adjointe maintenant, parce qu'il est fort possible que vous ne deviendrez pas directeur ou directrice du jour au lendemain. Vous allez commencer comme un adjoint, une adjointe, puis vous allez probablement commencer comme adjointe tout en faisant votre DESS. Vous avez, je pense, de 4 à 5 ans pour le faire à partir de votre embauche. Vous allez voir que notre plan est conçu en fonction de cette durée-là aussi, qui devrait vous permettre d'arrimer l'insertion professionnelle avec la démarche d'apprentissage. Bon, une direction adjointe, c'est en soutien à cette direction, certes. C'est une délégation de fonctions et de pouvoir de la direction vers vous. C'est variable, c'est à géométrie variable d'un établissement à l'autre. Il y a plusieurs directions qui vont souhaiter confier davantage des projets liés à l'animation pédagogique à certains adjoints plutôt que de l'assumer elles ou eux parce qu'ils se réserveraient d'autres fonctions qui sont plus de l'ordre de la régulation globale de l'établissement. Ça dépend. C'est à géométrie variable, ça. Parce qu'on a encore des directeurs, c'est à souhaiter d'ailleurs, qui aiment beaucoup assumer un certain leadership pédagogique dans leur école, puis qui ne font pas que confier le tout à leurs adjoints. Alors, les adjoints sont désignés par des centres de services scolaires. Ils exercent des fonctions et des pouvoirs qui sont délégués par la direction ou encore ils remplacent une direction en cas d'empêchement ou d'incapacité temporaire. Bon, il y a des qualifications minimales requises pour entrer au DESS. Je n'ai pas pris le temps de vous demander si vous étiez tous déjà admis. Êtes-vous tous déjà admis au DESS? Oui. 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 À l'oral ou dans les clavardage. Oui. Oui. Excusez-moi, allergie saisonnière. Alors, vous devez détenir, vous le savez sans doute, un diplôme de premier cycle en sciences d'éducation ou dans un champ d'études connexe approprié qui est sanctionné correctement par une université. Et puis, habituellement aussi, plusieurs centres de services scolaires exigent ce qui devrait venir avec le baccalauréat, c'est-à-dire votre autorisation d'enseignement. On recrute, en d'autres termes, on recrute des profs pour en faire des adjoints puis des directions d'école. 8 années d'expérience, 5 années pour les adjoints. On parle ici d'expérience en enseignement. Votre autorisation permanente d'enseigner. Et vous allez voir que dans le programme, il va y avoir aussi un certain nombre de crédits de votre formation qui vont être faits conjointement entre l'Université de Montréal, votre département, et votre employeur. Ça s'appelle des savoirs institutionnels. Puis dans le cadre de ces crédits de formation-là, ce que les employeurs souhaitent faire, c'est une sorte de socialisation à la culture organisationnelle du centre de services scolaires. Alors, il y aura ici un partage entre vos profs et certaines formations données par votre employeur jusqu'à hauteur de 6 crédits qui font partie du bloc optionnel. Je reviens là-dessus dans quelques secondes. La formation du DESS, c'est 30 crédits de second cycle d'études supérieures. Pour ceux qui le souhaitent, il existe la possibilité de compléter le DESS en passant à la maîtrise en administration. Quand vous faites une maîtrise étant de 45 crédits, le DESS étant de 30, lorsque vous poursuivez à la maîtrise, les 30 crédits de cours du DESS basculent dans votre maîtrise, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus, ils sont crédités, ce qui veut dire concrètement qu'il reste 15 crédits à faire pour compléter votre maîtrise. J'en parle tout à l'heure. Ce ne sont pas nécessairement tous des 15 crédits de cours
formelle, puisqu'il y a dans la maîtrise la possibilité de faire un essai d'habilitation, un essai sur la réalisation, la réflexion et la réalisation d'un projet concret, pratique à mettre en œuvre dans une école. Actuellement, dans la formule de la MED, cet essai est de 3 ou 6 crédits, mais dans la réforme en cours, puisqu'il y a une réforme qui s'entamera cette année pour la maîtrise, ce qui est prévu, c'est que l'essai d'habilitation dans le nouveau régime, alors probablement dans le régime où vous arriverez dans 2, 3 ans si vous décidez de poursuivre à la maîtrise, cet essai sera de 9 crédits. 9 crédits sur 15, sauf erreur de ma part, ça veut dire qu'il vous resterait 6 autres crédits de cours à faire pour compléter la maîtrise. Voilà. Parlons plus spécifiquement du fameux DESS. Alors là, il faut comprendre votre réalité géographique. Vous êtes des gens qui travaillez sur l'île de Montréal ou Rive-Nord, Rive-Sud habituellement. Il peut y avoir des exceptions. Mais grosso modo, notre programme est aligné en tenant compte de cette réalité. Je m'explique. Alors, nous, ce qu'on veut privilégier, c'est de former des gens qui vont exercer un leadership centré sur l'apprentissage des élèves et leur réussite, évidemment, aussi centré sur la mobilisation de tout ce qui les gens, les acteurs d'une équipe école, autour d'un projet d'établissement qui est conçu, partagé et incarné, c'est-à-dire qu'un projet d'établissement, ce n'est pas juste quelque chose qu'on rédige pour faire plaisir à un patron, c'est quelque chose qui inspire notre gestion quotidienne de l'établissement. J'espère qu'on réussira à vous apprendre ça. Alors, tout ça dans le but de favoriser une meilleure réussite de tous et nous visons à développer les compétences professionnelles qui sont nécessaires à cela, mais en tenant compte de notre réalité métropolitaine, réalité qui est marquée par la défavorisation. Je ne sais pas encore à quel centre de service scolaire vous êtes rattaché, mais je veux juste vous rappeler que simplement sur l'île de Montréal, vous devez avoir quelque chose comme 75 à 80 des établissements primaires et secondaires qui sont de rang 8, 9 ou 10 sur l'indice de défavorisation. C'est-à-dire que la réalité de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de milieux défavorisés. C'est une particularité, c'est une singularité. Ce n'est pas la même chose qu'une école où les enfants pourraient réussir seuls. C'est une mauvaise blague, j'en conviens. Mais il en demeure pas moins qu'il faut apprendre à travailler dans cette spécificité d'écoles défavorisées, avec aussi en superposition un autre rapport social important qui se confond parfois, c'est que la réalité montréalaise, Rive-Nord, Rive-Sud est aussi marquée par une grande diversité ethnoculturelle. Ça ne veut pas dire qu'on associe parfaitement les deux. Hein? Toutes les jeunes d'origine socioculturelle variée ne sont pas nécessairement pauvres. Ça ne se superpose pas parfaitement, mais la diversité ethnoculturelle présente quand même également des enjeux importants pour les gens qui œuvrent dans les écoles montréalaises ou de la région, en particulier des enjeux ayant trait à la maîtrise de la langue d'apprentissage, vous l'aurez compris, bien avant moi. L'autre trait qui caractérise l'école montréalaise, lavalloise et rive-sudoise, c'est la concurrence scolaire. Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, ça forme un quasi-marché où il y a une forte concurrence de l'école privée et une réaction de l'école publique qui, en réaction à la concurrence du privé, elle-même devenue un brin plus élitiste en proposant des programmes à vocation particulière, ce qui a engendré une nouvelle stratification du système scolaire privé, public écrémé et public régulier, pour l'appeler comme ça, ce qui est une réalité qu'on ne retrouve pas sur la Côte-Nord, ce qui est une réalité qu'on ne retrouve pas en Gaspésie,
c'est une réalité de concurrence sur le territoire qui est vraiment propre à Montréal et qui a un important effet sur la composition des publics scolaires avec lesquels vous allez travailler. Il faut apprendre à travailler avec les effets très concrets. Hein? Ce n'est pas de la théorie que je suis en train de faire avec vous. L'un des effets concrets d'une telle stratification, par exemple, pour parler à des pédagogues, c'est que ça va souvent nous enlever l'effet Pygmalion, les effets de la mixité scolaire dans nos écoles. Le fait d'avoir des publics mixtes, ça permet de tirer tout le monde vers le haut, alors que le fait de concentrer dans un même établissement un ensemble d'élèves qui sont en difficulté peut avoir des effets très stigmatisants, des effets d'étiquetage très forts qui vont rendre plus complexe, je ne dis pas impossible, mais plus complexe l'innovation pédagogique. On n'aura pas les effets d'entraînement vers le haut des groupes et ça va rendre le travail plus compliqué parce que dans tous les effets écoles qui participent à la réussite ou à l'insuccès des élèves, c'est l'effet de la composition du public scolaire. C'est le facteur qui est le plus important parmi l'ensemble des facteurs scolaires. OK, donc une école de même, une école caractérisée comme ça, c'est aussi, ça fait face également à des enjeux qui vont être au cœur de votre travail quotidien. C'est la combinaison de trois principes philosophiques fondamentaux, l'équité, la qualité et l'efficacité. Alors, c'est des principes de justice scolaire, si vous voulez, dont on entend de plus en plus parler. Alors, pour vous, l'équité sera au cœur de votre formation et au cœur de votre pratique. Évidemment, peu importe le milieu dans lequel vous travaillerez, vous devrez toujours viser une qualité de l'offre des cours et de l'offre de services de votre établissement. Et l'efficacité devra être redéfinie, évidemment, en tenant compte, bien sûr, des injonctions extérieures à l'établissement, de faire réussir des élèves, mais l'efficacité, ça peut être aussi incarné dans un établissement par une équipe qui définit son efficacité en lien avec l'équité, l'éducabilité de tous les élèves, ce qu'on fait avec les élèves qui ont plus de difficultés, est-ce qu'on leur en donne plus qu'à d'autres? Alors, tout ce jeu entre efficacité et équité sera au cœur de votre formation et souhaitons-le de votre pratique. Bon, je n'ai pas besoin de m'étendre très longtemps sur le public que nous attirons dans nos cours. Je vais quand même parler cependant des référentiels de formation. Il y en a un qui est propre à votre DESS. Votre DESS qui est fondé sur une conception de votre formation, de ce que devrait être, disons, la direction idéale qui aurait été formée dans notre département à l'UDM. Bon, c'est évidemment pas désincarné du référentiel qui a été conçu il y a quelques années par le ministère de l'Éducation. C'est évidemment aussi très proche des conceptions privilégiées par vos employeurs, puisque, je tiens à le dire, vos employeurs ont tous été consultés lors de la conception du DESS, de sa rénovation récente, et ils le seront également lors de sa mise à jour prochaine, parce que cette année, là, on va venir faire un petit lissage de bilan que nous avons fait sur notre formule récente. S'il y a des répétitions entre des cours, on va essayer de régler ces petits problèmes-là. Alors, chez nous, la visée de notre programme, c'est de développer des leaders qui maîtrisent bien leur pratique de gestion, je l'ai dit, centrée sur l'apprentissage afin de favoriser la réussite du plus grand nombre. On est intéressé par 6 grandes capacités et 4 ou 5 compétences clés. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de manipulation.
Voilà. Alors, j'ai un petit problème d'affichage, ça ne sera pas tellement long. Voilà, ça va mieux aller comme ça. Alors, dans tous les plans de cours que vous recevrez, on devrait vous indiquer quelles sont les compétences et les capacités sur lesquelles le cours insistera davantage, que le cours veut contribuer à développer. Alors, on veut développer des capacités de vision, de rigueur, des habiletés de communication et de relations interpersonnelles, des habiletés au plan de la collaboration, qui est un ingrédient actif du succès, parce que la collaboration, c'est une sorte de compétence transversale, c'est-à-dire que si je vous faisais la liste des caractéristiques d'une école efficace, il y en aurait toujours 7-8 à peu près. Et la collaboration, en fait, serait une variable qui viendrait influencer les 6-7 autres variables. Donc, la collaboration, la collégialité, c'est un élément qui est toujours au cœur de l'efficacité et de la question d'équité d'une école. Nous, on cherche à former des gens, évidemment, des professionnels qui ont un certain sens de l'éthique de leur travail, mais en particulier qui sont animés par une éthique de justice scolaire et de justice sociale, ce qui a des implications au plan pratique. Nous pourrons y revenir dans nos échanges tout à l'heure. Et puis, quand on est une direction d'établissement, bien, ça prend des bonnes habiletés politiques. Ça prend un sens politique. Il faut être capable de concevoir son école comme une sorte de micro-société politique, de comprendre qui sont les leaders, les jeux d'influence, un peu comme si vous maîtrisiez bien le sociogramme de votre micro-société afin d'influencer les changements, de mobiliser des gens et évidemment de répondre ou de mobiliser les gens qui ne veulent pas nécessairement bouger. Bon. Alors, il s'agit d'un parcours de professionnalisation sur 30 crédits où on veut développer 5 compétences fondamentales. La première, c'est de mobiliser les acteurs de votre établissement et la communauté autour d'un projet d'apprentissage partagé. La deuxième compétence, c'est de mettre en place l'organisation efficace qui va soutenir cela. La troisième compétence, c'est de déployer une gestion du personnel pour atteindre et maintenir un haut niveau de compétence, ce qui va exiger, oui, d'être bon en gestion des ressources humaines, mais d'être intelligent et stratégique aussi en matière de développement professionnel au sein de votre établissement. On veut vous apprendre à gérer de façon efficace et efficiente les ressources financières et matérielles en les alignant, c'est ce que j'appelais l'appariement tout à l'heure, en les alignant le mieux possible sur les visées stratégiques de votre établissement. Et en dernier, on veut assurer une amélioration constante de l'établissement et en faire des lieux d'innovation. Donc, en d'autres termes, vous préparer à diriger un milieu, une organisation où ça fait des apprentissages continuellement. Ce sont des compétences que vous devriez retrouver dans plusieurs cours. C'est tout à fait normal parce qu'un cours seul ne suffit pas à développer la compétence 3 ou la compétence 5 ou la compétence 1. Ce qu'il faudrait éviter, par contre, c'est qu'on vous dise la même chose sur les mêmes sujets. Ça, c'est mon travail. C'est à moi de voir à la cohérence des prestations d'enseignement. Et je devrais y voir, compter sur moi. Alors, attendez, pourquoi ça ne veut plus marcher? Voilà. Cette diapositive-là vous montre comment on a ordonné, je dis bien dans un idéal, parce qu'il n'y a pas personne d'entre vous qui allait suivre nécessairement vos formations au même rythme, mais nous avons ordonné un cheminement du DESS qui est parfois décliné de façon différente en collaboration avec votre employeur. C'est important de le savoir. Mais l'idéal type, c'est ce que vous avez ici. Alors, logiquement, vous devriez commencer pour suivre le cours ETA 6800, qui est une introduction
au rôle d'établissement scolaire, qu'est-ce que ça fait, état de connaissance sur la direction d'un établissement, qu'est-ce que la science nous a dit là-dessus, qu'est-ce qui a été fait comme recherche chez direction d'établissement, qu'est-ce qu'on sait, ça fait 50 ans qu'on en parle, parle-t-on des mêmes choses qu'avant, comment les idées ont évolué, qu'est-ce qui est en vogue, par exemple, à l'heure actuelle, on s'interroge beaucoup sur le leadership. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais aujourd'hui, on le fait de façon différente qu'on le faisait avant. Alors, on veut vous situer là-dedans un peu. L'autre gros rôle de ce cours devrait être de vous amener à une première réflexion sur une sorte de plan de match de votre propre développement professionnel durant votre formation. Ensuite, il va y avoir une déclinaison d'un certain nombre de cours qui portent sur divers aspects de la gestion ou du leadership. Le cours 6801, c'est ce qui a trait plus spécifiquement à votre rôle pédagogique. Le rôle 6802, c'est ce qui a trait plus spécifiquement à l'organisation de votre école, le temps, les ressources, le climat adéquat, tout ce qui est trait donc à ce qu'on appelle l'organisation de l'environnement éducatif. Les relations avec les parents et avec la communauté sont inclus là-dedans. Le 6803, c'est un cours qui est plus spécifiquement centré sur la gestion des personnels scolaires. Ensuite, il y a un cours qui s'appelle Laboratoire de leadership en éducation qui, lui, plus largement, embrasse toute la question du leadership avec une préoccupation particulière, c'est celle de vous apprendre par voie de projet à bien partager le leadership, à le distribuer au sein de l'établissement. Ensuite, un cours sur la planification et la gestion scolaire, ce qui est indispensable, là, que ce soit votre sujet préféré ou pas. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail en matière de planification lorsqu'on gère un établissement, pas juste pour répondre à des injonctions patronales, ça peut être aussi très interne. Par exemple, si vous gérez un projet de changement qui vous passionne au sein de votre école, je ne sais pas moi, pour améliorer l'enseignement du français, très concrètement, bien, vous devrez planifier votre démarche. Alors, la planification, que ce soit de l'ordre de l'injonction légale ou quelque chose de plus approprié, c'est un sujet qu'il faut maîtriser. La gestion du changement, évidemment, nous en avons parlé. Puis ensuite, il y a un certain nombre d'activités à option. Vous n'êtes pas dans un programme où il y a un énorme volet dans le bloc à options, mais les résumés ici, vous avez des choix entre des cours qui portent sur l'éthique, les communications, la problématique du stress et de la santé mentale au travail, la question des relations politiques, pouvoir et micro-politique dans les organisations, les fameux cours de savoir institutionnel et des questions d'approfondissement de la gestion des ressources matérielles et financières. Et parfois, des gens opteront pour un séminaire thématique qui est offert. Par exemple, à l'heure actuelle, nous en offrons un sur les aspects légaux du métier de direction d'établissement. Et le tout dernier cours obligatoire du programme est un cours très spécifiquement centré sur la direction d'un établissement scolaire en milieu urbain, qui aborde à la fois la problématique de la pauvreté et la problématique de la diversité ethnoculturelle. Bon, vous comprenez là-dedans que si on compte comme il faut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est déjà pratiquement, on a fait pratiquement le plein. On n'a qu'à peu près 6 crédits au total qui peuvent être allés puiser, que vous pouvez aller puiser dans un bloc à options. Et il se peut, je le dis là, clairement, là, pour que ça soit évident pour tous, il se peut que votre employeur exige que ces 6 crédits-là soient faits dans le cours des savoirs institutionnels. Mais je ne peux pas dire que c'est sûr, ça dépend de l'employeur, évidemment.
Alors, très concrètement, voici un exemple de ce à quoi ça peut représenter, ça peut ressembler dans le rythme habituel de la vie d'une personne humaine comme vous. Alors, nous avons une scolarité qui s'étalerait, grosso modo, sur une période de 4 années. La première année, le cheminement proposé serait de faire le cours d'introduction suivi du cours sur l'approche éducative. La deuxième année, le 6802 sur l'organisation de l'environnement éducatif, la gestion des personnels et un des cours au choix. La troisième année, le laboratoire de leadership à l'automne et le cours de planification et de gestion scolaire, ainsi que le second cours au choix qui souvent sera le cours de savoir institutionnel offert en collaboration avec votre centre de service scolaire. La quatrième année, gestion du changement et direction d'un établissement scolaire en milieu urbain. Je répète que c'est un idéal pour toutes sortes de raisons. Vous pouvez être un peu différent de ce cheminement proposé pour des contraintes personnelles ou autres. Mais je tiens à dire, par contre, que notre planification d'offres de cours se fait habituellement en fonction de cet idéal type, pour citer Weber. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait on cherche à faire un bon arrimage entre ce que nous faisons, nos visées en termes d'idéal de direction d'école et ce que les patrons exigent. Je ne sais pas avec qui est votre employeur. Donc, ne vous offusquez pas si je donne le mauvais exemple. Mais ici, je vais donner l'exemple du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Avec Marguerite Bourgeois, on a regardé ce que nous, on faisait et le référentiel de Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois a son propre référentiel de formation d'une direction d'établissement. Le patron a conçu son idéal du directeur et de la directrice, pour parler simplement. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend les 4 cadrans de ma diapositive. Ce sont les 4 grandes catégories de compétences définies dans le référentiel de Marguerite Bourgeois. Toutes les compétences chez eux sont structurées en un chapitre qui porte sur le fait qu'une direction doit établir un milieu sain et sécuritaire de travail, qu'il doit bien maîtriser la gestion axée sur les résultats, qu'il doit jouer un rôle actif au plan pédagogique et qu'il doit, comme une transversale, être un leader qui encourage et pratique lui-même la collaboration. Et nous avons casé, dans le sens premier du terme, les différents cours selon les grands domaines de compétences du référentiel de Marguerite Bourgeois. Donc, vous voyez ici le sigle des cours qui abordent l'un ou l'autre de ces grands domaines de compétences. Pourquoi il y a des caractères gras? C'est pour dire les cours qui ont cette compétence-là en majeur, puis les caractères normaux parlent de cours qui l'abordent sans nécessairement l'avoir comme compétence centrale dans le cours. Majeur, mineur. Ça va jusque-là? Je vais essayer de me réserver un peu de temps pour vos questions. J'achève. Les admissions, je ne sais pas si vous êtes tous admis à ce jour. La date limite pour les admissions de la session d'automne, c'est le 1er août, ce qui est nouveau parce que dans les années antérieures, les délais d'admission précédaient le 1er août. On a rallongé un peu. Donc, ne tardez pas, n'est-ce pas? Pour être admissible, vous devez avoir une moyenne qui se situe entre 3 à 3 sur 4,3. Demande au 1er août. Pour l'hiver, c'est demande au 1er novembre. Je vais vous donner des coordonnées d'une très compétente technicienne de gestion au dossier étudiant, qui est la personne qui peut vous aider à répondre à un ensemble de questions sur l'admission, le choix de cours,
des aspects réglementaires. C'est la personne avec qui je travaille étroitement au quotidien. C'est la personne qui pourra vous guider ou répondre à vos questions sur des difficultés à utiliser le centre étudiant pour faire vos choix de cours, des questions sur les délais réglementaires pour choisir les cours, les disponibilités des cours, est-ce que les cours sont remplis, est-ce que je dois me dépêcher, dans quel ordre je serait mieux de faire les choses, etc. Elle s'appelle Chantal Viault. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous ce matin parce que nous vivons actuellement la merveilleuse époque où nous préparons les collations de grade. Nous devons donner des diplômes à des étudiants. Et pour que des gens aient des diplômes dans la vie, ben, ça prend quelqu'un qui remplit des octrois de grade. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais au DESS seulement, c'est entre 200 et 300 octrois de grade par année. Alors, c'est ce que Chantal est en train de faire ce matin. Alors, on va la laisser travailler tranquille. Elle s'appelle Chantal Viault. Son numéro de téléphone est là. Son adresse courriel est là. Là, je vais vous rappeler des petits détails de la vie qui sont importants. Là. À l'Université de Montréal, quand on communique, on utilise l'adresse U-Montréal. Alors, si pour l'instant, vous n'êtes pas admis, vous n'avez pas d'adresse U-Montréal, mais quand vous serez admis, automatiquement, les technologies de l'information vont vous fournir une adresse U-Montréal et c'est cette adresse que vous devez utiliser pour toute forme de transaction, de choix de cours ou de communication avec Mme Viault ou autre personne. Oui, je sais, voilà, je m'en allais l'oublier. Vous allez me demander, oui, mais monsieur, la pandémie, le ci, le ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Ça, c'est réglé. Tout le monde va recevoir un courriel dans les heures qui viennent. Pour l'automne, ce n'est pas encore décidé pour l'hiver. Je pense qu'on a appris à vivre avec une certaine indécision dans la vie. Mais pour l'automne, les cours du DESS se donneront à distance. Il n'est pas question de retour sur des campus encore. C'est d'ailleurs le souhait formulé par la vaste majorité de vos collègues qui sont inscrits au DESS, qui, je pense, préfèrent rentrer chez eux après leur journée à l'école et suivre un cours à distance que finir une journée difficile à l'école, s'en aller dans un embouteillage pour aller dans un cours au campus Laval ou au campus à Repentigny. Donc, de toute façon, je parle bien des programmes d'études supérieures. Hein? On ne parle pas du premier cycle qui ne vous concerne pas de toute façon. Puis on ne parle pas non plus des études supérieures, MA, doctorat. Tout ça va être renoncé dans une correspondance qui va parvenir à tous les étudiants, tout le personnel d'ici vendredi. Mais je vous le dis tout de suite, là, si vous vous posez des questions, les TGDE sont informés. Les cours se donneront à distance à l'automne dans le DESS. Voilà, maintenant, ça fait combien de temps que je vous jase ça, là, moi, là? OK, je me dépêche. La maîtrise est possible. Évidemment, la maîtrise, c'est souvent des gens qui ont un appétit intellectuel et qui veulent continuer pour compléter un projet personnel ou qui travaillent chez des employeurs chez qui il y aurait une distinction possible au plan de l'emploi entre la détention d'une maîtrise ou d'un DESS. Et ça, c'est très, très variable d'un employeur à l'autre. Alors, on vérifie auprès de sa direction de ressources humaines. La maîtrise à partir d'un DESS, ça se fait en reconnaissant vos 30 crédits. On en a 15 à ajouter jusqu'à preuve du contraire. Parmi les 15, on peut faire de 3 à 6 crédits dans un essai d'habilitation. C'est sujet à changement au cours des prochaines années, je l'ai dit tout à l'heure. Les autres cours sont choisis, en fait, dans des cours de spécialisation vraiment spécifiques à l'administration de l'éducation, mais ceux-là que je montre ici à gauche, au terme du DESS, vous les avez à peu près tous suivis, donc vous choisiriez probablement des cours
dans d'autres domaines de compétences du département, comme l'évaluation des apprentissages, la problématique de l'efficacité et de l'équité, les relations entre l'école et la société, l'analyse des politiques d'éducation, l'éthique. Puis ensuite, vous aurez une option entre un essai plus long de 6 crédits ou un essai plus court de 3 crédits, ce qui disparaîtra dans la prochaine réforme pour être remplacé par un essai de 9 crédits pour tout le monde. Donc, dans 2 ans, disons, vous allez avoir 9 crédits d'essai, plus il nous en reste 6 de cours dans l'ensemble des cours offerts par le département. Alors, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il nous reste quand même un peu de temps pour des échanges, des questions, des commentaires, etc. Je vais laisser Mme Torrent faire la circulation. Alors, je vous invite, puisqu'on est un petit groupe, à ouvrir votre micro et à poser directement votre question ou à lever la main, puis je distribuerai la parole. Si jamais vous souhaitez ne pas parler, vous vous écrivez dans le clavardage et moi, je transmettrai votre question à M. Denichy. Allez-y. Oui, donc moi, j'ai une petite question. Donc, moi, je suis finissante au baccalauréat en enseignement du français au secondaire, puis Mme Torrent, je vous avais comme enseignante aussi en première année. Donc, bonjour. En fait, mon intérêt pour la direction, je l'ai découvert au cours de ma formation en étant vraiment consciente qu'il faut de l'expérience sur le terrain. Mais je voulais savoir, est-ce que la DESS est bien adaptée pour ceux et celles qui, comme moi, sont des finissants? Donc, je sais que je ne suis pas la seule. Donc, j'avais cette interrogation là-dessus. Donc, évidemment... C'est une excellente question d'ailleurs, Jade. Jade, chez quel employeur travaillez-vous? Ça, c'est important. En ce moment, j'ai un contrat au privé, mais sinon, je travaille à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. OK. Plusieurs employeurs vont nous demander de former des sections spécifiques pour la relève. Ou on ne pourra pas, puis il va y avoir un mix entre les deux, c'est-à-dire dans une même classe, des gens qui viennent de commencer et des gens qui, comme vous, se destinent à la fonction. Ce n'est pas tellement grave. La formation que vous recevez prépare autant la relève que les gens qui entrent en fonction, à mon avis. Parfois, il y a carrément des cohortes relève. Commission scolaire de Montréal, Pointe-de-l'Île, il faudrait que je vérifie. Commission scolaire de Montréal et Marguerite Bourgeois, c'est clair, c'est parce qu'ils ont un énorme volume aussi, là. Alors, on est capable, dans un énorme volume, si tu veux réserver un espace à ceux qui se destinent à la relève, on va appeler ça comme ça, et à ceux qui sont en insertion. Moi, personnellement, j'ai assez fréquemment enseigné à des groupes mixtes où on avait les deux. C'était extrêmement profitable, je te dirais, parce que les gens qui étaient en insertion avaient une influence quand même assez favorable sur ceux qui se destinaient à la fonction. Ce qui n'empêchait pas ceux qui étaient de la relève d'avoir d'excellentes idées, d'excellents projets, une belle énergie, un beau leadership. Mais l'échange entre les deux permettait déjà de certains éléments de socialisation des recrues, je te dirais, des futurs recrues. C'est un bon, comme il dit chez le Canadien, c'est un bon mix entre des vétérans et des recrues. Pour moi, en tout cas, là, je parle de mon expérience de prof, ça a toujours été vécu positivement et favorablement. Je n'ai pas, et comme responsable maintenant, je n'ai pas eu écho du fait que ça puisse poser problème à quelqu'un comme toi de côtoyer des gens qui sont en début de carrière. Au contraire, je pense qu'ils en ont énormément profité. Et puis, si ça arrive, ben, je suis là pour l'entendre puis apporter des ajustements avec mes collègues. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral, notamment? Moi, pour l'instant, je n'ai rien dans le clavardage. Ben, moi, j'ai un petit conseil à donner. OK? Alors, on fait attention de ne pas être en insertion professionnelle avec 3 jeunes enfants à la maison, puis prendre
6 cours par année, ce n'est pas une bonne idée. Si je peux vous... Là, je parle comme d'humain à humain. Là. Faites attention. Les transitions professionnelles, c'est quelque chose qu'il faut vivre avec doigté. Puis vos employeurs font attention plus qu'avant à ça. Là. Il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de mentorat maintenant dans les centres de services scolaires. Des très belles formules d'ailleurs. Je trouve même ça impressionnant dans certains cas. Mais faites attention à la surcharge pour bien concilier famille, travail. C'est important parce que la surcharge, nous le savons, cette surcharge-là est un facteur de décrochage aux études supérieures, puis on ne veut surtout pas que ça vous arrive. Alors, il est préférable de bien étaler votre planification de cours. Les TGDE sont très, et puis moi aussi, je peux conseiller là-dessus, mais les TGDE sont très, très doués, connaissent très bien ça. Puis comme elles sont également des femmes qui ont des familles puis un travail en même temps, elles sont sensibles à la réalité dont nous parlons actuellement, qui n'est pas réservée aux femmes. Là, ça s'adresse aussi aux jeunes papas. On fait attention de ne pas se créer un cauchemar en voulant tout concilier en même temps parce que jeune famille, profession, surtout en insertion, surtout en transition, puis vie amoureuse, ben, c'est des choses qu'il faut concilier avec doigté. Puis bon, il y a un avantage pour vous là-dedans, là, je tiens à le dire. Il y a un travail très, très fort que nous avons fait dans les dernières années qui est tout à votre avantage, c'est que nous avons bonifié nos offres l'été. Moi, quand j'ai commencé à l'UDM, il n'y avait à peu près pas d'offres de cours l'été. Ça, c'est parce que les offres de cours étaient définies en fonction des désirs des professeurs et pas des besoins des utilisateurs. Ça a changé un petit peu depuis lors et cette présence d'une offre bonifiée pendant l'été vous permet encore un meilleur étalage, une meilleure planification sur plusieurs années. Alors, attention au dosage, c'est important. Voilà. Et je voulais juste vous rappeler aussi, si vous avez même un souci d'inscription, donc vous écrivez à Chantal Viau, dont j'ai mis l'adresse courriel dans le clavardage. Et c'est vrai, je voulais ajouter, oui, avec votre adresse Montréal, si vous en avez une, mais aussi indiquer votre matricule étudiante. Oui, parce que merci, ça vous permet François. vraiment de vous répondre extrêmement efficacement, parce qu'ils reçoivent quand même beaucoup, beaucoup de courriels et de demandes. Voilà. Donc, chaque fois que vos demandes seront très claires et vous serez bien identifiés, les réponses seront plus rapides et plus efficaces. Voilà. On va expliquer la raison technique, peut-être, le fameux P0 là, que vous avez reçu. Là. C'est parce que pour Chantal, c'est plus facile d'accéder à votre dossier avec votre matricule. Alors, Chantal peut chaque fois, le courriel ne lui permet pas cet accès-là. Il faut qu'elle aille le chercher et le deviner. Alors, si dans vos correspondances, il y a votre matricule, chaque fois, Chantal peut accéder à votre dossier afin de voir où vous en êtes, quelles sont les notes obtenues, avez-vous pris les bons cours, quel est le prochain cours que vous devriez prendre, etc. Si vous êtes en règle ou pas d'un point de vue réglementaire, parce qu'n'oubliez pas que les admissions, ça se bloque automatiquement si vous n'êtes pas en règle avec la trésorerie, par exemple. Et ça, ce n'est pas du ressort de Chantal. Si vous avez un problème de non-paiement de droits de scolarité, ce n'est pas Chantal qui peut débarrer ça, c'est vous en vous acquittant vos factures. Alors, c'est important de le rappeler. Mais c'est un très bon truc de toujours fournir son matricule dans ces échanges avec les TGDE. Merci, Marie-Françoise, de l'avoir rappelé. Sinon, est-ce que vous avez encore des questions peut-être sur un cheminement, ou des questions plus particulières? C'est vrai qu'on a parlé de la conciliation travail-famille. Est-ce que d'autres... ou si peut-être cette présentation a couvert tous les questionnements que vous auriez pu avoir. Si c'est le cas, vous pouvez aussi faire ça, un petit pouce, petite réaction. Moi, j'aime bien, ça donne de la vie à ces... Oui, merci, ça donne de la vie à ces rencontres virtuelles, parce que même à distance, c'est vrai que les rencontres sont... Oui, donc ça a l'air d'avoir bien couvert tout ce qui a été dit. Voilà. Donc, moi, je me permettrai de dire, si vous avez encore vraiment la moindre question, contactez Chantal. On peut dire ça comme ça.
Et puis, je vais laisser peut-être Marc-André clore la rencontre. Ben, écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Évidemment, je vous reçois avec enthousiasme et dans un élan d'humilité, je dirais que vous avez fait le bon choix en venant chez nous. Au plaisir de vous recroiser.